podcast.com. Essaye ça. Salut la gang, cette semaine au podcast MotoX, on reçoit une légende. Je pense que tout le monde dans l'industrie du motocross connaît ce gars-là. Même moi, Ben, avant de connaître la moto, ça a été comme le premier que j'ai connu. On parle à Dan Thibault. Andréane, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes! Enfin, la deuxième saison de MotoX qui recommence! Ça faisait longtemps qu'on s'en faisait parler, puis ça faisait longtemps qu'on avait hâte de recommencer aussi avec le setup d'invités, on va se le dire, pour la saison 1, il était très cool. Mais attendez de voir ce qu'on vous réserve pour la saison 2. Absolument, on a plein d'invités. Écoute, j'ai eu tellement de suggestions d'invités. Puis il faut dire aussi que on s'est fait voir, on veut pas que la première saison, il y a plein de monde qui ont vu le podcast, qui ont vu ce qu'on faisait. Évidemment, cette année, il y a des petites modifications au setup avec ce qui se passe avec la situation. On est full COVID. Exactement, on est dans l'ère du temps avec la version Zoom comme ça, mais c'est le fun parce que ça va nous permettre d'avoir accès à des invités qu'on n'avait pas accès avant, évidemment, à cause de la distance. La des fois, distance. Exactement. Donc, via la magie de l'Internet, on va pas rejoindre plein de monde d'un peu partout sur la planète, même parce que j'ai des demandes pour... puis moi, j'ai pensé évidemment à des pilotes qui viennent d'ailleurs et qui parlent français. Peut-être anglais, on va voir si on va avoir des anglophones, dépendant de la réponse des gens. Mais juste avant de commencer, Andréane, j'aimerais ça remercier nos partenaires qui rendent possible le podcast cette année. On a des nouveaux partenaires. On a des anciens qui sont restés. Donc, j'aimerais ça remercier Husqvarna, qui est mon nouveau partenaire cette année avec les motos, tout ça. Partenaire principal, présentateur du podcast, Motovan, VP Race Fuel, DL Performance, Pantera Motorsports et Silverwax. Là, je pense que Ben, voilà. on peut rentrer dans le vif du sujet. J'ai comme l'impression qu'il a hâte de nous jaser. Oui, Dan Thibault, comment ça va? Ça va bien, les amis. Hey, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben non, c'est bien cool quand Ben m'a parlé de ça il y a 2-3 semaines. Là, il dit, go, on va. Ça dépend comment t'as de temps. Moi, je peux en avoir pour 2-3 jours si tu veux jaser. Là, écoute, on a tout notre temps. C'est drôle parce que dans la première saison, je pense qu'il n'y a pas un podcast où ton nom n'a pas été nommé. Tout le monde nous parlait de toi, tout le temps. Puis en bien, là, en passant, là. Mais à chaque fois, ton nom sortait en quelque part. Il y avait une anecdote ou un lien. Ouais, il faudrait demander à Dan Thibault qu'est-ce qu'il en pense. Donc, on va te le demander qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui. On est à livre ouvert aujourd'hui. On dit tout ce qu'on a à dire. Non, mais c'est le fun. C'est le fun, Dan, avec le podcast, parce que tu sais, on se parlait avant de rentrer en ondes, puis tu sais, c'est là que je te dis, Dan, on peut parler de ce que tu veux, parce que c'est ça la beauté du format comme ça, podcast qu'on a, c'est on a du temps, on peut faire le temps qu'on veut, on peut parler de ce qu'on veut, on n'est pas coupé par de la publicité, rien de ça. Fait que ça va être bien le fun. Puis je sais que tu avais des trucs que tu voulais parler, puis de l'historique de Deschambault, parce que j'ai des gens qui m'en ont parlé, parce que le circuit est là depuis tellement longtemps. Bon, tu es le promoteur du circuit de Deschambault, pour ceux qui ne le savent pas. Une des plus vieilles pistes de motocross actives, je pense, au Québec, c'est ça? Avec Sainte-Julie, Sainte-Julie, là, mon ami Gilles, là, qui est encore plus vieux que moi, là, au niveau des courses, puis, hein, c'est le plus vieux promoteur, c'est Gilles, là, au Québec, là. Mais pas mal suivi du deuxième avec Body Ford. Comment ça a parti? Comment tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à dire, hey, moi, je vais partir une track de motocross à Deschambault. Ben, c'est un peu ça que j'ai parlé à Ben. J'ai dit, c'est le fun que le monde sache un peu de sa part motocross Deschambault, parce qu'il y a une longue histoire en arrière de ça. Puis, c'est qui Dan Thibault aussi? Là, de gros qui me connaissent quand j'organise des courses. Puis, des fois, tu sais, on a une ligne à suivre, puis on est dans notre bulle un peu. Mais il y a vraiment de quoi en arrière de ça. Tu sais, nous autres, motocross Deschambault, c'était parti. Nous autres, on a de la petite gang à Saint-Marc-des-Carrières. Je viens de Saint-Marc-des-Carrières en passant. Puis, c'est le petit village juste à côté de Deschambault. J'étais à 3 minutes de la piste. Puis, à l'époque, en 76, on avait un dealer Can-Am juste à côté de chez nous. C'était mon voisin. À l'époque, j'avais 8 ans. Puis,
à tous les étés, on allait voir les nouveautés des Can-Am. On regardait ça par la fenêtre, puis on tripait bien raide. Puis à l'époque, à Saint-Marc, il y avait déjà une trentaine d'amateurs de motocross. Puis il avait formé un club de motocross. Puis les dirigeants de tout ça, du concessionnaire Can-Am, ils s'étaient cherché un endroit pour faire une piste de motocross. Ils avaient visité un paquet de sites, c'était là dans le coin. Puis il avait tombé sur cet endroit-là, ici à Deschambault, par rapport à ce que c'était une ancienne terre qui n'avait pas été cultivée. Puis la terre était magnifique, là, c'était une terre sablonneuse, jaune un peu. Puis la madame à l'époque qui avait ça, c'est Madame Marlène Morin. C'est une madame qui aimait beaucoup les jeunes. Elle, c'est une madame qui avait un bar clandestin de motoneige à l'époque dans sa maison. Puis, fait qu'elle aimait bien les jeunes puis le sport. Fait qu'elle leur avait loué ça une bagatelle pour que les jeunes fabriquent une piste ici avec le dealer Can-Am. Puis en 77, il y a eu la première course ici provinciale avec Can-Am puis le dealer. Puis ça avait marché au bout à l'époque. Il y avait eu 1000 spectateurs. Puis Body Ford avait participé à cette course-là en 77. J'ai des photos ici de tout un babillard avec oui, j'aime vraiment ça, ton Wall of Fame d'ailleurs. Moi aussi, je suis un collectionneur, puis j'aime bien ton setup de jersey puis tout ça. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un petit coin que je veux tranquillement finir de monter, là, vraiment, qui montre les étapes. Là. Fait que là, c'est ça, en gros, moi, c'est ça qui m'a rendu un peu à la piqûre, mais tu sais, j'étais tout jeune, j'avais 8-9 ans. Et mon grand-père, il m'emmenait aux courses. Il m'avait emmené ici en 77. Puis c'est là que j'avais vraiment pogné la piqûre. Là. Entre autres, ça me fait rire. Ça aussi, cette anecdote-là, j'en parle. Il n'y a pas grand monde qui le sait, mais mon grand-père il me disait « Daniel, tu te parques au ras de sapin-là, puis tu bouges pas de là. » Fait que quand j'ai fait la piste en 90, j'ai laissé un arbre sur le terrain. C'est ce fameux sapin-là qui est encore existant là, en souvenir de mon grand-père. Juste avant le plateau Budweiser qu'on appelle ceux qui connaissent la track. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'à partir de ce si bas âge-là que j'ai vraiment commencé à prendre goût à ça. Puis nous autres à Saint-Marc, comme je te dis, on était tout le temps une gang de crinqués. On avait formé le club. On avait formé un club qui s'appelait les Rôdeurs. Là. Je sais pas si tu vois le petit chandail rouge. Ça, c'était ton chandail quand tu étais jeune. Oui, puis si tu regardes la grandeur des t-shirts, là, ça prouve que j'avais pas 15 ans. Là. C'est tout petit. On avait une douzaine d'années, 11 ans à peu près, quand on a formé le petit club. Puis, on était plus des gars de trail, si on veut. On faisait beaucoup de trail dans le coin. On venait ici pratiquer à Deschambault. On venait voir des coureurs. On a eu la chance à Deschambault d'avoir Guy Tessier, Sylvain Gauthier, Jean-François Naud. C'est tous des pilotes professionnels qui coursaient dans les années 82 avec Serge Grégoire, toute cette gang-là. Fait que les gars, ils roulaient bien, là, comme Guy, ça a fini 3e au Québec. C'était vraiment des bons pilotes. Fait que nous autres, en étant tout jeunes, moi, c'était mes idoles, ces gars-là. Puis on venait pratiquer ici. Mais c'est ça, fait que c'est à partir de là, en gros, là, qu'on a parti ça. Puis en 86, là, je me suis mis là, en passant, Mme Morin, qui était propriétaire du terrain. Ah oui, ça c'est bon parce que elle avait loué ça au gars, mais à un moment donné, cette madame-là, elle avait pas beaucoup d'argent. Puis elle avait échangé le terrain au propriétaire du métro à Saint-Marc-des-Carrières pour une commande d'épicerie. À peu près l'équivalent de. Ouais. L'équivalent d'un panier d'épicerie d'à peu près d'une valeur de 200$. Fait que c'est triste, mais c'est ça. Puis la personne qui avait acheté ça, lui, dans son magasin, il y avait des employés qui faisaient du motocross. Fait que des jeunes, ils continuaient à pratiquer ici le sport du motocross. Ils se ramassaient toujours une coupe, puis ils organisaient des petites courses. Puis c'est de même que ça a grandi tranquillement. Jusqu'à temps qu'il y a eu un blessé ici, un des employés s'est cassé un fémur, puis là, le monsieur, il dit là, c'est dangereux, fait que je vais vendre ça. Fait que là, ça avait été mis à vendre dans le journal, puis c'était acheté par des gens de la Chine, Lulu Chiyong, par son nom. C'est des gens qui étaient aménagés à Montréal, qui venaient de la Chine, puis ils avaient acheté des terrains sans vraiment savoir qu'il avait acheté ça pour avoir des genres de citoyenneté canadienne. Je ne sais pas trop exactement. Puis jamais qu'il avait visité le terrain. Fait que nous autres, durant ces époques-là,
Les Chinois, fuck, là, on allait se promener, excuse-moi, mais on allait se promener, nous autres, en moto, sur la piste, on entretenait notre terrain, puis on était une méchante gang qui venait s'amuser ici. Fait que c'est à partir dans 85 environ, que là, à un moment donné, moi, j'ai commencé à courser. Fait que j'ai commencé junior. À l'époque, moi, j'avais sauté le 80 et le 100 cc. Fait que j'avais commencé à courser en 86 junior. Fait que là, on s'entraînait de plus en plus ici à Deschambault. La technologie. Ouais. Non, on t'a perdu pendant une couple de secondes, mais continue. Ah ouais, bon, c'est ça. Fait que on est revenu. T'es revenu, là? Ouais, ben c'est ça. J'avais coursé en 86. J'avais commencé à courser junior en 86. Fait que là, l'intérêt de venir pratiquer ici à la piste et de l'aménager encore plus, ben là, ça nous a motivés à faire des plus gros sauts, faire toutes sortes d'obstacles encore un peu mieux. Puis, c'est ça, tu sais, en 89, j'avais tombé pro, 89-90. Puis, là, c'est à cette époque-là, ben, moi et mon cousin, ben, on s'était dit, hey, là, c'est soit que j'arrête de faire du motocross ou que je continue. Fait que j'ai dit, soit qu'on achète la piste ou bien que j'arrête. Fait que là, on avait réussi à rejoindre les fameux gens de la Chine qui étaient retournés en Chine en passant. Fait que c'était toute une aventure, essayer de rejoindre ces gens-là. Puis, ils nous avaient vendu ça. Ils nous avaient vendu ça à moi et mon cousin à l'époque, Luc Baudouin. On était tout le temps comme ensemble, moi et lui. C'était mon mécano aux courses. Puis, on s'entendait bien. Fait qu'on avait acheté ça. Puis, c'est à partir de là qu'on a dit, bon, ça, c'était spécial, ça, cette histoire-là. On a acheté ça en 90 au mois d'avril. Là, c'était boisé beaucoup. Là, la piste était grande comme 4 grandeurs de patinoire. Fait que là, on dit, tant qu'à acheter ça, on va faire une course. Fait que c'est là que j'avais rencontré, moi, Body Ford dans les années 87-8. C'est le boulevard Saint-Michel, à sa piste à Trois-Rivières. Fait que j'avais connu Body, puis j'avais demandé un peu comment ça marchait, s'il y avait de la place pour nous autres, puis tout ça. Fait qu'il avait dit correct, ils ont mis au calendrier à faire du travail en 90. Mais là, nous autres, on n'avait pas d'argent. Tu sais, moi, mon père est plombier, puis il s'est jamais vraiment... Il s'intéressait à la moto, mais il travaillait 100 heures semaine, puis... fait que là, on n'a pas une scène, qu'est-ce qu'on fait, là? Fait que là, j'avais été voir un de mes chums, un monsieur âgé qui venait de prendre sa retraite d'une compagnie de construction qui est Pavage Fort-Neuf, puis j'avais dit, Jean-Guy, j'ai dit, viens voir ça. Jean-Guy vient voir ça. J'ai dit, il faudrait faire agrandir la piste, faire vraiment une grosse piste. On a un provincial cet automne. Là, mon Jean-Guy me regarde et dit, t'es un malade, toi. J'ai dit, je ferai jamais, on n'aura pas le temps de faire ça. Puis, tu sais, on connaissait pas ça. Puis, en arrière de ça, quand tu pensais ça, faire une grande piste de motocross, il y a de l'ouvrage là-dedans. Oh oui, c'est immense, là. C'est ton circuit, là. Il y a de l'ouvrage là-dedans. Fait que là, on n'avait pas d'argent non plus. Fait que là, Jean-Guy, il dit, je vais aller voir mon ancien boss. Fait que son ancien boss, il avait passé le boule gratuit. Puis, nous autres, ce qu'on payait, c'est le gaz. Puis, Jean-Guy était bénévole. Fait que go. Fait que là, on avait commencé à bûcher ça, moi et mon cousin. On était en hiver, au beau printemps encore. Puis, je me rappellerai tout le temps. Le premier coup de scie mécanique que je donne, je passe tout droit, coupe les raquettes en deux. Là, il dit, OK, ça va bien. Bon. Là, après ça, on transportait de l'huile pour faire brûler les branches avec un vieux skidoo. On a forcé comme c'est épouvantable comment on a forcé après ça pour réussir à bûcher ça puis faire brûler les tas de branches. Oui, parce que le site est immense, là, puis là, si... Combien de pieds carrés? Ça n'a pas de bon sens. Ouais, écoute, en pieds carrés, c'est pas exactement, là, mais moi, je marche à l'ancienne un peu en arpent, là, ça a 5 arpents de large on a 40 de long, là. C'est quand même, c'est assez grand, mes terrains, là. Ça fait du bûchage à faire, là. Ouais, jusqu'à un moment donné, par exemple, tu sais, quand ça fait un mois qu'on bûche, on n'a pas les moyens pour bûcher, dans le sens qu'on a... Bûcher, c'est un méchant métier, hein. C'est quelque chose. On a bûché un terrain. On n'a pas grand de même, là. On n'a pas grand de même. On a une coupe de pieds carrés à faire. D'ailleurs, on n'a pas fini. Si jamais tu t'ennuies de bûcher et puis tu veux te rappeler des bons souvenirs, écoute, quand tu veux. Non, j'en ai. Puis là, on s'était justement tanné de bûcher. Fait que là, j'avais dit à Jean-Guy, go, on bûche plus, puis tu couches les arbres dans le coulée, là. Puis, fait qu'on, Jean-Guy avait réussi à tout bûcher. On avait vraiment un gros boule à l'époque, là. Fait qu'on avait réussi à tout bûcher ça, puis tout ça. Fait que là, un coup que le terrain était tout aplani, ben là, on dit, bon, OK,
où ce qu'on fait le tracé exactement. Là, avec, là, on y avait été à peu près, puis on y avait été selon mon feeling un peu. Je me rappellerai la Deschambault, le double saut qu'on a. C'est plus un double aujourd'hui, mais où il y a un tunnel, le deuxième saut après le départ. On a fait le landing. Là, la deuxième bosse, je savais pas trop où la faire. J'ai dit à mes chums, t'as un peu, moi, vous le dire où est-ce qu'elle est la deuxième bosse à l'époque. Je pogne mon 250, puis shift 3 gay, gaz au fond, puis je pogne ça, puis je t'atterris sur le plat, à peu près, je sais pas comment te pied plus loin. Je dis à Jean-Guy, c'est là qu'on met la deuxième bosse. C'est toutes des niaiseries de même. On a plein d'anecdotes là, qui s'est passé. Ouais, parce que c'est ça, vous partiez vraiment de scratch, là, comme on dit. Il y avait, puis monter un gros site comme ça, tu sais, c'est tellement de travail, là, c'est incroyable. Pareil, puis tu sais, t'as pas arrêté aussi, c'est ça qui est drôle. Après ça, on fast forward comme 20 ans plus tard. Puis aujourd'hui, tu mets encore du temps et de l'énergie. Puis t'as investi encore de l'argent dans le site pour encore améliorer ça, tu sais. Ce qui est intéressant dans notre histoire, c'est que quand on a commencé, nous autres, la première course on a réussi finalement, mon cousin, à livrer la marchandise, puis être prêt pour le provincial à la fête du travail. Sauf que là, on voyait ce qui se faisait un peu ailleurs. À l'époque, il n'y avait pas 100 courses non plus comme aujourd'hui avec 25 associations. Tu avais une association, puis tu avais à peu près 9 courses, 8 courses au championnat. Puis la plus populaire, c'était Vallée-Jonction, dans Beauce. C'était l'événement, c'était majeur, c'était beau, il y avait du monde. Après ça, à l'époque, tu avais Sainte-Geneviève-de-Bastican, Lac-à-Tortue, Trois-Rivières. Sainte-Geneviève avait tout un site aussi. Sainte-Geneviève était beau. Sainte-Geneviève était beau, c'est le long de la rivière, tout ça. À l'ancien bar, en arrière du bar, le Fouinard, à l'époque, là. Je me souviens pas du bar, j'étais trop jeune, mais ça me faisait penser. Non, mais ça me faisait penser un peu au setup d'Ulverton. Oui, Ulverton. Ça, c'est la piscine, hein? Non, la piscine, c'était Jean-Marc Benoît à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. C'était un autre, ça. Mais la piste, il y avait dans le temps, il y avait plus de circuits naturels avec vraiment des vallées et des dénivelés, plus qu'aujourd'hui, je trouve. C'est ça, oui. C'est toutes des pistes qui étaient plus naturelles avec Sainte-Julie aussi. Mais Vallée-Jonction. Mais Vallée, ceux qui ont connu l'époque de Vallée. Là, on en parle encore. Oui. C'était l'événement majeur, mais m'emmener à parler justement de Vallée, c'est que, on fait notre course, puis on bat des records de coureurs de 100. On avait eu 192 inscriptions. On attendait 100 inscriptions. On attendait à peu près 800 spectateurs. Il y en avait eu 2000. À l'époque, le petit rang, c'était tout petit, c'était pas large. Écoute, on avait perdu le contrôle bien raide rendu à 10 heures. Là. À 10 heures le matin, on n'avait plus de change, plus rien. Avec la bière, regarde, à l'époque, cette journée-là, on avait vendu 200 caisses de bière, puis au national, ici, aujourd'hui, on a de la misère à en vendre 80. Là. Puis, c'est incroyable. Puis, il y avait eu des ambulances, il y avait eu des blessés, pas beaucoup, mais il y en avait eu, puis les ambulances dans le Rhin n'étaient même pas capables de passer. Puis il s'accotait d'un char, d'un bumper, l'ambulancier, puis il poussait les chars dans le fossé pour réussir à se faire une trail. C'est ça, le propriétaire des ambulances, il m'en parle encore aujourd'hui. C'était n'importe quoi, cette journée-là. Mais on avait ça. Puis moi, je coursais. Je coursais à cette époque-là. Puis, en plus, donc, tu organisais, puis tu coursais. Ouais, puis on avait fêté aussi la veille aussi. On avait fêté la veille. Pas juste courir. Évidemment, il y a le party qui vient avec. Là. Il y avait le party avant et après aussi. Mais j'avais mon cousin, Luc, qui avait fait une job incroyable. Puis, regardez, à la fin de la journée, là, regarde, il était brûlé, il y avait plus de son. Moi, j'avais coursé, je m'étais planté, j'avais fait une petite commotion dans le fond des drops à l'autre bout. Mais mais tes histoires de party la veille d'une course, là. Non, c'est ça. T'avais-tu appris ça de Bodyford quand il faisait ces espèces de promotions, conférences de presse dans un bar la veille, puis il y avait un concours de Miss Motocross, tu sais, c'était comme... J'avais appris ça de Body, mais je te dirais plus de Toxon, Marc Saint-Arnaud, de Sainte-Geneviève de Bastican. Ami à Dominique Fugère, d'ailleurs. Oh, oui. Il est de ce coin-là, lui aussi, je pense. Sainte-Geneviève, oui. C'est deux grands le berceau du sport motorisé. Est-ce que je comprends ce petit trou-là? Je ne veux pas insulter les gens de Sainte-Geneviève. Là, mais... un peu, ouais. Puis c'est ça, faire une histoire courte. À l'automne, au gala de fin de l'année, ça a toujours été Vallée-Jonction qui avait gagné le prix pour la plus belle piste au Québec.
Puis cette année-là, wow, Deschambault sort, plus belle piste au Québec, le trophée que Bodé il remettait. Tabarouette, fait que là, hein, on était craqués. Hein. Un autre party, oui, un autre party. Ouais, mais c'est fou, Dan, parce que on dirait tellement, tu sais, une histoire digne d'un film, dans le sens où ce terrain-là, c'était ton terrain de jeu quand tu étais tout petit. Tu sais, tu l'as dit, tu as commencé à faire de la moto quand tu étais vraiment tout petit. Puis tu vas avoir littéralement passé ta vie là. Tu sais, c'était quoi les chances que, malgré, bon, les ventes, les échanges ou peu importe, les gens vous autorisent quand même toutes ces années-là à faire de la motocross sur cette piste-là, puis qu'éventuellement, tu réussisses à l'acheter, tu sais. C'est fou, là. On dirait un film. Ouais, tu sais, ce terrain-là, tu sais, je suis spécial, hein, puis je le sais. Tu sais, moi, je suis perfectionniste dans l'âme un peu. Puis, j'aime ça, les moi, j'ai une anecdote. Je vais t'arrêter. J'ai une anecdote. Parce que moi, à un moment donné, tu sais, il dit ça, puis c'est très, très vrai. J'arrive à la piste la veille. Ça fait peut-être au moins 5-6 ans de ça. Puis là, je parle avec Dan la veille. Puis là, la piste, comme d'habitude, elle est parfaite, elle est super belle. Puis tout. Puis là, Daniel, il me dit, il dit, moi, j'étais un peu niaiseux. Tu sais, j'aime pas ça quand il y a une trace de bulldozer sur la track. Faut que je repasse une gratte après avec les 4 roues. Fait que là, Daniel voulait pas qu'il y ait une trace de bulldozer sur la piste. Fait qu'il repassait un 4 roues avec une gratte en arrière pour effacer les traces du bulldozer qui avait déjà refait la track. Fait que c'était à ce point-là. Puis tu sais, la track est petite d'abord à Deschambault, ça finit pas cette affaire-là. Moi puis Luc, à l'époque, mon cousin, quand on a construit ça, c'était un peu ça quand on grattait à l'époque avec des 3 roues et des frames de litre, on va dire, puis on mettait ça tout le temps bien propre, les côtés de saut. J'aime ça quand ça a l'air vraiment d'un supercross un peu. Fait que ce terrain-là, je l'ai marché. Je dis aux gens qui me connaissent, je l'ai marché à 4 pattes, à grandeur. Je sais exactement où il y a une branche à terre puis une roche à terre. Je le connais par cœur ton terrain. Par cœur. Mais ça a emmené des fois des affaires que c'est ça. Ben c'est beaucoup de temps, c'est ça. C'est vraiment ta vie que tu as investi là-dedans. Là, quand tu parles d'avoir marché le terrain à 4 pattes, tu as vraiment t'as tout mis là-dedans. Quand on parle de passion puis de passionné, c'est drôle parce qu'on en a parlé, Dan, v'là pas long, avec l'histoire du Supercross qui revient pas, qui est comme revenu. Là, on dirait les médias en ont comme reparlé, puis Ben a fait des entrevues, puis à chaque fois, les gens lui posent toujours la question, est-ce que tu penses que c'est fini? Est-ce que tu penses que ça va revenir? Puis la discussion qu'on a eue dans le sens où peut-être que ça va revenir, mais la journée que ça va revenir, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir le faire, pas pour l'argent, pas pour la visibilité, qui va vouloir le faire justement par amour, puis par passion, puis parce qu'il va avoir envie de le marcher à 4 pattes, le site, tu sais. Ben, tu m'emmènes à un point, Adriane, c'est que moi, Motocross Deschambault, quand j'ai parti ça, puis encore, je te dis, là, ça a changé un peu depuis une couple d'années, mais moi, j'ai été de 1990 à aller pas loin de 2013, on va dire. Il y a encore aujourd'hui, mais je le fais par passion. Moi, je l'ai fait. J'ai jamais voulu vivre de Motocross Deschambault. Jamais. Moi, c'était mon parc privé que de 1990 à aller, ben là, il y a eu en 96. En 96, c'était de 96 à 2007, ça, c'était des épisodes très néfastes de ma vie avec les poursuites qu'on a eues en 96, un regroupement de gens qui essayaient de nous faire fermer. Puis c'était très difficile pour moi. Je me rappellerai toute ma vie, moi et ma blonde, mon ex, je venais d'entreprendre les démarches avec un avocat durant 2-3 semaines avant. On s'était parlé une couple de fois. Là, tu reçois les premières, tu reçois la première facture. Puis ça, cette journée-là, c'était un jeudi. Je venais d'acheter 2 motoneiges flambant neuves chez Dion Moto à Saint-Raymond. Puis on s'en allait chercher, moi et Danny. Puis je m'en vais au bureau de poste avant. Je rouvre la malle. Je vois la facture d'avocat. Je m'attendais à une facture de 700-800$. Je rouvre ça, 3400$. OK. Là, j'ai dit, wow, j'ai parlé 10 fois au téléphone, 5 fois au téléphone. Fait que là, j'ai dit, dans quoi je m'embarque, là? Fait que là, j'ai dit, on cancelle les motoneiges, là, j'aurais plus d'argent pour ça, tu sais. Je travaillais comme frigoriste à l'époque, en réfrigération. Je venais de me construire une maison, des paiements de maison. Là, j'ai dit, dans quoi je m'embarque? Sauf que là, j'ai été me reculer tout seul une couple de fois dans le fond de mes coulées, puis
J'ai dit non, c'est pas vrai, ce terrain-là. J'ai démarché à 4 pattes. J'ai travaillé fort. J'en mange. C'est ma vie. J'ai dit, ils m'auront pas les 3 petits points. Fait que là, c'est là qu'en 96, là, j'ai été vraiment quand même dans ma bulle pour réussir à payer ces avocats-là. Puis, j'ai eu 14 jugements de cour, 10 ans de temps. Ça a duré 10 ans, ça. Fait que, tu sais, j'ai travaillé 100 heures semaine pour réussir à tout payer ça. Fait que c'était des 10 ans de ma vie que je coursais des fins de semaine. Je travaillais je travaillais 40 heures, 50 heures. Le soir, je revenais, je travaillais tous les soirs, puis toutes les fins de semaine, je réussissais à aller aux courses un peu, mais pas toujours. Je suivais pas le championnat au complet, justement, parce que je travaillais. Puis, sauf que c'était des années là, que j'organisais des courses une fois par année. Puis j'étais vraiment dans ma bulle. Là. Je travaillais pour réussir à faire un peu d'argent avec ça, pour réussir à payer les maudites factures d'avocat. Puis ça a coûté dans 5 chiffres et plus. Fait que souvent, le monde, il me connaissait à cette époque-là. Il disait, Dan, t'es sérieux, pas mal au cours, tu sais. Non, je suis nerveux, puis je suis dans ma bulle, puis il faut qu'il y ait des spectateurs, il faut que je trouve des commanditaires. Puis j'ai été chanceux. Ça a fait qu'on avait un beau circuit, puis j'ai pu réussir à financer ça, puis à réussir à passer au travers jusqu'en 2007. Que là, on a gagné avec un jugement final. Là, pour nous mettre en contexte, Dan, c'était quoi? Ou juste, c'est-tu à cause que les gens se plaignaient du bruit, qu'il y avait trop de gens, ou comme que c'est souvent le cas? Là, je pense que c'est sa mère aussi que c'est arrivé quelque chose de similaire. Ben, c'est souvent, dans mon cas, à moi, c'est sûr que la source est toujours le bruit. Les gens se plaignaient du bruit, mais ils servent des lois du zonage agricole. Moi, ici, faire une histoire courte, parce que ce serait trop long, mais quand je vous ai parlé de la course qu'il y a eu en 1977, avec une vraie course organisée, puis que la piste a été construite en 1977, ben, pour le zonage agricole, pour réussir à gagner un droit acquis, la loi a passé le 9 novembre 78. OK? Fait que si tu étais là avant le 9 novembre 78, ben là, la Cour te donne un droit acquis, puis là, on gagnait. Fait qu'eux autres, leur game, c'était d'essayer de prouver qu'ils n'avaient pas de piste en 77. Fait que nous autres, on le savait, on avait le registre du club, on a les membres, on a les découpeurs. T'as des photos en arrière. Oui. J'ai eu la chance d'avoir un gars qui avait tout gardé les découpeurs de journaux à l'époque. Regarde, le dossier. Il y avait juste à parler aux ambulanciers, là. le dossier, il y a 6 caisses, d'épais, là. Puis, bon, fait tout ça pour dire ils se plaignaient du zonage agricole, mais là, on avait gagné le droit acquis, puis on a fait toutes les cours du Québec, les cours supérieurs, les cours d'appel de la cour supérieure, nomme-la toute, jusqu'à temps qu'on gagne officiellement là, en 2007. C'est là que j'ai décidé d'ouvrir au public là, en 2007. Mais encore là, quand j'ai ouvert en 2007, fuck all, là, je pensais pas vivre de ça. C'est encore ma passion. Puis je voulais pas. Je travaillais en réfrigération. Puis j'en voulais même pas de monde quasiment chez nous là, aux pratiques. Je faisais ça. C'était à la mode un peu. Ça commençait à l'époque 2007-2008 avec SRA, les packs de pratique. Puis Uber à Saint-Apollinaire, Uber à Saint-Apo. Ben, je vais l'ouvrir, mais tu sais, encore là, je faisais ça pour le plaisir. Tu sais. Mais aujourd'hui, ben, c'est victime de son succès. C'est ce que c'est aujourd'hui. Absolument. Hey Dan, si on revient à aujourd'hui, écoute, ça t'a traversé les époques du motocross, t'as vu ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Comment tu trouves, je veux t'entendre là-dessus, comment tu trouves le sport aujourd'hui? Est-ce que le sport est en santé? Je veux ce que tu penses là-dessus. Là. Est-ce que c'est juste un creux de vague ou les belles années du motocross sont vraiment derrière nous? Bon, écoute, moi, je démordrai pas là-dessus. Mon opinion est faite, puis je pense que, écoute, c'est sûr qu'il y a différentes époques. On a connu une époque, aujourd'hui, on est dans une autre époque. Ouais. Mais, tantôt, j'ai parlé d'une chose. À l'époque que je coursais, puis jusqu'à pas si longtemps, tu avais une association au Québec. Puis tu voulais être le champion, ben on avait tous les meilleurs de chaque région, que ce soit l'Abitibi, Lac-Saint-Jean. Tu avais un championnat de 8-10 courses.
mais tu avais des belles courses, tu avais de quoi à vendre aux commanditaires, tu avais de quoi de sérieux, tu avais un vrai championnat provincial. Puis, les commanditaires embarquaient à l'époque parce que tu avais une ligne nationale de hockey. Tu n'avais pas, qui était le motocross, mais t'as pas 25 lignes de nationale au hockey, mais c'est la même affaire. Là, ben aujourd'hui, ce que je trouve regrettable, c'est dilué. C'est dilué. C'est dilué. Fait que, tout le monde veut être champion dans le village. Mais Dan, en même temps, tu sais, oui, c'est dilué, mais il y a peut-être une raison pourquoi c'est dilué, dans le sens que la personne qui est au Lac-Saint-Jean, elle pourra peut-être pas participer à un championnat québécois ou même à faire personne qui est dans le Bas-Saint-Laurent. Fait que veut pas, ils s'organisent puis ils font boycott. Je suis pas d'accord, Ben. Je suis pas d'accord parce que la personne qui est vraiment sérieuse va y aller. Puis moi, je ramène toujours comme exemple. C'était la question que je veux vous poser, les gars. J'en ai déjà parlé. Moi, je viens du monde du patinage artistique. Puis patinage artistique, tu sais, t'as la classe régionale, que c'est des compétitions régionales, puis t'as la classe provinciale, tu sais. Fait que comme tu disais, Dan, une championne du Québec, il y en a une. Puis si le championnat du Québec, il est aux îles Moutmout, ben on allait aux îles Moutmout pour prendre part à ce championnat-là. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est, tu sais, bon, moi, c'est un milieu de filles, le patin, c'est très filles, puis tu sais, c'est des petits clans, puis c'est du mémérage, puis c'est des madames, puis c'est de la jalousie, puis gna. Est-ce qu'il y a ça aussi dans la moto qui est un monde masculin? Est-ce qu'il y en a des petites cliques, puis est-ce qu'il y en a de la jalousie, même si souvent on va associer ça à des milieux qui sont un petit peu plus féminins? Parce que là, tu me parles de clics, puis que, tu sais, ça ressemble un peu à ça. Ben, il faut faire attention. Je ne veux pas utiliser le mot clic parce que, tu sais, c'est comme comme je disais tantôt, il y a deux époques. Là, aujourd'hui, on est rendu à cette époque-là, puis je comprends qu'il y ait des associations un peu partout versus, bon, les frais de transport, tout coûte cher, les ci, les ça. Dans chaque région, le sport a évolué. Tantôt, quand tu me demandes si le sport a évolué, il y a deux choses. Le sport des courses, le sport des parcs. Bon, fait que là, les régions, de plus en plus de gens ont des amateurs de motocross. Fait que c'est normal que les gars se fassent des petites séries de courses ensemble et tout ça. Puis c'est pour ça que je t'ai dit que c'est deux époques. Fait qu'aujourd'hui, c'est comprenable qu'il y ait différentes associations au Québec. Fait que, mais c'est regrettable pour le sport d'un côté parce que on arrive à des événements qui sont dilués. Puis le calibre est plus ce qu'il était. Quand tu dis qu'un gars de l'industrie de la moto, qui est Daniel Chicoine d'Honda Canada anciennement, qui est dans le moto, qui était 30 ans chez Honda Canada. Il m'a appelé en 2012, 2013, il dit, Dan, il dit, peux-tu me démêler un peu, là? Il dit, j'ai reçu des demandes de commandite d'association, mais ils disent tout que c'est le championnat provincial, c'est ça. Il dit quoi, là? Comment il y en a, championnat provincial au Québec? Peux-tu me démêler, là? Ouais. Tu sais, tous les commanditaires sont venus mêler là-dedans. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le zéro. Ils donnent plus d'argent. Parce qu'il y a trop de séries de courses, puis il y a trop de choses. Fait que c'est regrettable à ce niveau-là, mais l'autre phénomène fait que le sport est comme ça, tu sais, avec l'arrivée des 30 quelques packs de motocross. Mais le sport, tu me demandais s'il est en évolution. Oui, il est en évolution, mais pas les courses, malheureusement. C'est vrai qu'il y a deux aspects. Il y a vraiment moi aussi, je pense un peu comme ça de ce côté-là. Il y avait, avec toute l'arrivée des parcs encadrés par les FQMHR, tout ça, c'est rendu pas mal plus accessible pour la famille, pour les enfants et tout ça. C'est fait pour ça. De là, la raison pourquoi que ça évolue avec les motos, les écoles de motocross, etc. Donc, oui, c'est rendu, ça a beaucoup grossi, mais c'est vrai que côté compétition et course, je sais pas si c'est juste nous autres qui est vieux puis qui vit trop dans le passé, mais on est comme, voyons, il me semble que dans le temps, il y a plus de spectateurs aux courses, puis qu'est-ce qui se passe? Là, il n'y a plus de vedettes, puis ça, puis des fois, je me pose la question, je dis, tabarouette, je vois des affaires qui passent, puis je suis comme tabarouette, je regarde le poster de championnat québécois de motocross, puis le pilote vedette sur le poster, c'est un Américain. Je suis comme, mais voyons donc, comment ça qu'on fait pas la promotion d'un pilote québécois? Puis après ça, on se demande pourquoi il n'y a pas de vedette au Québec. Ben, tu sais, je pense qu'il faudrait peut-être commencer par la base, tu sais, puis grossir justement ces noms-là. Mais oui. Vas-y, excuse. Non, mais mon point, c'était, je pense que ça prend plus de monde comme Daniel Thibault qui sont là justement pour vraiment pousser le sport puis grossir ça, comme même chose que Bodyford a fait. Tu sais. Je pense qu'on met vraiment le doigt sur un bon point.
en parlant de l'espèce de structure organisationnelle entourant le motocross. Puis on en a parlé un petit peu quand on a reçu Benoît Gilles. Non, mais on en a parlé quand on a reçu justement Benoît Gilles Depont de la FQMHR. Tu sais, le motocross, c'est pas considéré officiellement comme un sport. Ça reste que c'est un sport encore très underground. Mais la journée où le motocross va être considéré, je dis là, c'est quoi, faut dire là ou là? Là. Bon, parfait. C'est Seb Salouette, Brigade Web, qui dit là, motocross et qui mêle. Excusez, le motocross. Ce que je disais, c'est que la journée où le motocross va être considéré vraiment comme un sport officiel par le gouvernement, qui va avoir vraiment, une fédération québécoise ou peut-être même une fédération canadienne de motocross, que ça va être considéré comme un sport dans les écoles sport-études, par exemple, et non comme quelque chose de plus underground. J'ai comme l'impression que ça va peut-être tout changer, cette espèce de dynamique-là, parce que là, justement, t'as beau de faire plein de petits clubs, plein de petites associations, il va rester qu'il va en avoir une qui va être officielle, comme c'est le cas pour tous les sports qui sont reconnus de façon officielle. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Ben ça, c'est sûr. La FQMHR font une belle job là-dedans. Ils travaillent depuis des années pour le faire reconnaître le sport au niveau de loisirs, santé, sécurité, loisirs, sport Québec. Il y a de l'évolution de fait, mais là, ils veulent plus en prendre des dernières nouvelles. Ils veulent plus nécessairement réouvrir d'autres disciplines de sport, mais je pense que ça va venir. Là, Benoît Gilles travaille fort là-dessus. Écoute, on va le souhaiter. Mais écoute, au niveau des courses, au niveau des packs, par exemple, il y a tellement de monde d'impact à cette heure aujourd'hui. Puis, c'est moi, ma vision que j'ai un peu lâché prise au niveau des courses parce que, tu sais, je te dirais que. C'est de la job en tabarouette, c'est de la job des courses. C'est ça, les commanditaires, les CILI, sa promotion, là. Moi, il y a une chose qu'on a essayé de faire avec l'AMXQ, le regroupement de promoteurs, il y a une couple d'années, puis ça s'est recommencé aujourd'hui, je le ferai pas. C'est une erreur que j'ai faite, ça, dans mes 30 ans de carrière de promoteur. C'est quoi l'AMXQ? L'AMXQ, on avait regroupé un regroupement de tous les promoteurs ensemble pour faire une association à but non lucratif, pour essayer justement de réunir d'avoir une association, puis réunir toutes les régions ensemble. Puis on avait réussi. On avait réussi à avoir une carte de membre officielle au Québec. Val d'Or s'était regroupé à nous, Lac-Saint-Jean, David Plourde, Hubert Rousseau. Fait qu'on avait un membership. Mais ça a duré 1 an. Là. Après ça, tout ce qu'on a su, c'est que ça s'était passé. Mais bon, tout ça, c'est difficile. C'est pour ça que moi, de mon côté, j'ai lâché prise un peu au niveau des courses. Là, on a Bodé qui revient dans le décor. Je suis bien content, c'est le fun. J'ai hâte de voir que ça va apporter un peu de nouveau, de nouvelles idées. Bodé, c'est un vrai gars de course, c'est un gars d'expérience. Il n'y en a pas un qui a de l'expérience comme lui au Canada. Puis, quand je dis au Canada, pas au Québec, c'est bien vrai. Puis, il va nous apporter des bonnes idées à Hubert pour l'aider à l'épauler là-dedans, parce qu'Hubert, c'est un gros travaillant, c'est un gars de passion aussi, Hubert, mais il y a il sait, là, Hubert, qu'il y a un petit manque au niveau de l'organisation, des fois, va apporter du nouveau, puis Bodé, je pense que Bodé va être là pour aider, fait que le sport des courses, cette année, je pense qu'on va avoir une belle saison au niveau provincial, ça va aider beaucoup, là, d'après moi, puis Bodé, c'est un qui croit au national aussi, tu sais, tout le monde sait que moi, je focus beaucoup sur le national amateur week-end, puis Bodé, il croit, puis il va m'aider un petit peu aussi là-dedans à faire la promotion. C'est le temps de te plugger. C'est quand cette année? Oui. Écoute, le national amateur, là, faut un autre invité, qu'on pourrait inviter M. Legault, voir s'il va nous l'autoriser, premièrement. Là, non, c'est ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire, mais on n'embarquera pas dans le sujet aujourd'hui. Le national week-end, écoute, l'année prochaine... Oui, on va être positif. Le week-end va avoir lieu du 27 juillet, puis avec le National Pro le 1er août. Sauf que là, il reste à voir avec ou sans spectateurs. Puis moi, cette année, l'année passée, j'avais fait j'avais tout changé la programmation du week-end au complet, avec des nouvelles activités sociales, avec un calendrier social, toutes des inscriptions, des pré-inscriptions à rabais, parce que tu avais tout le temps 2 choses qui revenaient. Pourquoi tu viens pas au week-end? Le coût d'entrée, c'est trop cher, y a pas d'activité dans la semaine assez, puis tout ça, c'est trop long. Fait qu'on a revu la structure au complet. L'année passée, il n'y en a pas eu à cause du COVID. Cette année, je reviens en force avec ça. Vous pouvez aller voir mon site web www.nationalamateurweekend.com. C'est
j'aime pas trop dire ça, mais c'est la plus gros événement qu'il n'y aura jamais eu dans les 50 dernières années au Québec. Si les gens participent au calendrier social de toutes les activités qu'il va y avoir dans la semaine. Mais ça, c'est ça, on aurait pour 2 heures vous en parler. Mais ça va être vraiment on se croise les doigts que ça soit possible avec... C'est toujours plus fun avec du monde, tu sais, boire une bière puis faire le party tout seul, un peu pas. Ça c'est clair. Puis Dan, j'ai comme... On dirait qu'il y a tout le temps quelque chose. Là, c'est le COVID. Puis la dernière fois, j'avais été à ton événement national. Toutes les étoiles étaient alignées. Paf, le matin, il commence à mouiller. Ça vient un peu scraper la journée. Ah, ça avait été boiteux, hein? Oui, mais c'est ça. Mais il y avait mouillé. Il y avait eu des bonnes courses, mais il y avait mouillé juste pour décourager les spectateurs qui voulaient partir le matin pour y aller. Fait que c'est comme tabarouette. On dirait que souvent, il y a quelque chose, puis c'est un peu la loterie, ça, là. Tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir comme météo. Fait que... On a eu du beau temps de 2013 à 2016. 2016 a été un événement vraiment incroyable. On avait eu du monde. Mais depuis 2016, de l'année passée, l'année passée, il n'y en a pas eu. Mais c'était d'appui. Fait qu'on n'a pas battu de record en tout. Là, mais c'est correct. C'est correct. Ouais. Hey, Dan, t'es sur les réseaux sociaux? Un petit peu. Pas autant que toi, par exemple. Mais... on va en parler des réseaux sociaux, Dan, parce qu'on oublie pas, on est avec la pro des réseaux sociaux, Andréane Blais. Mais j'ai quelqu'un qui m'a envoyé une question sur Facebook, c'est Étienne Renaud. Il m'a envoyé une question pour toi. Il me dit l'histoire du français fraîchement débarqué de la France, évidemment, qui lui détruit un CRF 250 de location sur le double de 130 pieds de long. C'est quoi l'histoire du français qui t'a détruit le bike? Tantôt, Ben, en entrée de jeu, Ben, tantôt, j'ai dit, tu dis, on peut en jaser une semaine de temps des anecdotes qui s'est passé. Ouais. J'ai été, ça fait quand même peut-être, là, je vais dire 40 courses que j'organise, mais au niveau du pack, j'ai quand même pas mal tout vu, mais celle-là, c'était un champion, celle-là. C'était une bonne. Il me dit, il vient louer une moto. Il était venu louer une moto, là. Ça, c'est ce printemps que c'est arrivé. Mais l'automne passé, puis le petit gars, il revenait de la France, puis il était fin, puis il était bon, le petit gars, mais tu sais, on va dire un bon junior, là, mais moins un milieu junior, mettons, dans le mid-pack. Mais je l'avais vu aller, tu le vois tout de suite. Mais un gars en moto, ça prend juste 100 pieds pour voir s'il est bon ou il est pas bon. C'est vrai. Tu le regardes, là, il fait 200 pieds, on va dire. 200. Tu le sens. La façon que met ses lunettes, la façon qu'il... Il revient ce printemps. Là, c'était le premier 2F que j'ai loué cette année, puis je venais de refaire mes 2F au complet, les kits graphiques, tout était ça. Fait que le petit gars vient bien fin, puis tout ça. Et fait que là, j'ai dit, sois prudent, là. On était à l'ouverture de la piste. J'ai dit, sois prudent, là. J'ai dit, tu n'as pas fait, puis apprends à connaître ton bicycle. Puis, écoute, 5 secondes après, hein, il y en a un qui vient, il y en a un de planté sur 130. Ah, on va voir. Mais Colin, je vois ce petit Français-là à terre couché. Les chevilles tout virées de bord, le bicycle plié, les radiateurs, les fourches, les poignées. Le bicycle t'a détruit, la roue est foirée en avant. Là, il a essayé le 130 avec un 2F stock de location, mais le gars, il roule junior, même pas bon, là. Fait que là, il était à terre. Oh, regarde, il a dit, es-tu correct? Il respire, ça va bien, mais Jacob, ça nous occupait. J'ai dit, OK, occupe-toi-en. Et là, le petit gars, il faisait pitié. Je retourne le voir à l'hôpital. Il me regarde, il dit, j'ai dit, Caroline, il dit, bon, d'un, il a pris soin de sa santé, s'assurer qu'il soit correct, puis tout ça. Puis le petit gars, il avait pas d'argent non plus. Fait que là, j'ai été fin avec, mais là, j'ai dit, quelle idée que tu as eue d'essayer le 130? Tu le connais pourtant, la piste, il connaît la piste vraiment. Il me regarde et dit, tu crois que je suis pas capable de sauter la table? Il dit, Chris, non, t'es pas capable de la sauter, gâte-toi les jambes, t'es tout cassé. Il dit, oui, je suis capable de... Non, en tout cas, on a eu bien du fun avec ce petit Français-là, mais il m'a détruit le 2F pour 1900 $. Ça. Bon, tu retournes te pratiquer en France, puis tu reviendras plus tard. Moi, je veux savoir comment vous êtes rencontrés, vous deux? Parce que là, écoute, peut-être que je me trompe, là, mais... Je me souviens, Ben, d'une anecdote que le no pit riding, c'était à cause de toi, puis c'est parti à Deschambault, c'est ça? Non, c'était pas à Deschambault. C'était pas à Deschambault? Non, j'étais à Vallée-Jonction, je pense. Mais comment vous êtes rencontrés? Parce que je sais que vous vous connaissez depuis belle lurette, puis que...
avant de se connaître, Dan, moi, j'avais été à ta course. J'ai une photo, écoute, que j'ai perdu malheureusement. C'était dans une boîte à mes parents, puis quand ils ont déménagé, je pense qu'ils l'ont perdu. Mais c'était une photo de moi quand mon frère, au début de sa carrière, quand il commençait à courir dans les années début 90, ouais, 91 peut-être, même pas 90, et on avait été à Deschambault en 90, et à l'époque, Carl Vaillancourt était présent et il participait aux 3 classes, 125, 250 et 500 cc. Et j'avais pris une photo avec Carl en 1990 et malheureusement, j'ai perdu cette photo-là et ça me fait en tabac. Mais c'était à Deschambault. On va mettre ta main sur le cas, Ben, on va te retrouver ça. Attends, on l'a peut-être à quelque part encore, mais Dan, je sais pas si tu te rappelles, mais les pits, dans le temps, le truck, évidemment, à Carl avait un spot de parking, là, tu sais, il y avait la formule VIP, il était à côté du départ. Les puits s'en allaient jusqu'à côté du départ, puis j'avais pris une photo avec Carl, là, à Deschambault, puis je connaissais pas Daniel à l'époque, j'avais 10 ans, 9 ans. J'étais jeune. Ouais, j'étais jeune, puis ça, c'est mon premier souvenir de Deschambault. Puis après ça, je veux dire, depuis 90, on doit. Ben, je vais plus, je vais moins qu'avant, mais au début, j'y allais à chaque année à Deschambault, c'était vraiment un classique. Tu sais. Puis après ça, Dan, à l'époque, courait aussi, fait qu'on le voyait aussi aux courses. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Mais moi, Ben, j'ai plus connu, moi, je t'ai connu versus les courses à Yamachiche avec tes parents. Tes parents, excuse, mais ta mère, ton père, Normand. Bon, j'ai connu Normand, puis c'est un chic type, ton père, puis on s'est toujours bien adonné ensemble, puis ta mère, elle est super... ta mère, par exemple, elle avait donc bien peur quand tu coursais, là, sur le bord de la traque, là, elle venait nerveuse, là, puis... Encore aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis, fait que, j'ai connu beaucoup plus tes parents à l'époque, parce que tu étais plus petit, mais Alex, oui, j'ai coursé aussi contre lui, senior, un peu, puis c'est à partir de là, avec Yamachis, qui était une super de belle piste, hein. En passant, Yamachis, faire une anecdote, nous autres, on a gagné le prix pour la plus belle piste au Québec de 90 à 94, si je me souviens bien. Puis qui nous avait détrônés à l'époque, c'est Yamachis. Je dirais pas de quelle manière, même au gala de fin de saison, là, qu'il fallait remplir des petits coupons, puis que vous étiez une belle gang à remplir des coupons. Là, c'est sûr que Marilyn, elle faisait remplir des coupons, c'est sûr. Ah ouais, les coupons. Ah ouais, les coupons. C'est drôle. Hey, mais il n'y a plus ça maintenant, le prix de la plus belle piste. Ils font plus ça, c'est un. Non, je pense que non. Là, puis, il y a beaucoup de belles pistes en passant au Québec. Ouais, c'est ça. Mais Yamachiche, c'est drôle parce que tu parles du circuit de Yamachiche parce que hier, je textais Jonathan Mascola, qui est un ancien pilote de motocross, qui est maintenant entraîneur physique, puis il me parlait de Yamachiche. Il disait, c'était une belle track. Puis souvent, c'est le monde qui me parle de la piste, de cette piste-là. Ils ont comme un bon souvenir de la piste. Puis c'est vrai que c'était un circuit qui était assez unique parce que c'était quand même un circuit de sable. C'était assez serré. Il y avait des gros obstacles, des gros sauts, un gros triple saut en plein milieu du circuit. Je m'en rappelle, je pense qu'on a encore des VHS de 94, 95. Puis les gars, pour traverser le triple saut en 125 cc, probablement, il y en avait peut-être juste 2-3 qui le faisaient. Il y avait Nelson Moreau, Alex Langevin, puis Vaillancourt. Puis les gars arrivaient au fond du virage au saut. Ils lâchaient pas le gaz. Puis ça faisait quelque chose de vraiment spectaculaire. Puis c'est ça, c'était un petit circuit, pas très grand, mais bien spectaculaire. Puis les estrades étaient jouquées sur des bits de sable. Fait qu'on avait une super bonne vue de la track, là. Oui, puis ça venait rough à Yamachis. C'était du vrai motocross. T'avais Yamachis à l'époque qui venait rough, Latuc, Deschambault, Ilverton. C'est des pistes qui venaient très rough. Puis Yamachis, ben, c'était sa force de Yamachis, le sable, puis c'était une piste pour hommes, là. Ouais, c'était vraiment une piste, c'est ça qui venait vraiment défoncer. Ouais. Aujourd'hui, tu rouvres Yamachiche au public, puis tu te ferais envoyer une coupe de patates parce que les gens ils veulent rouler dans le flat track aujourd'hui, là. Surtout en pratique, t'as pas le choix, là. C'est ça. En course, encore là, dans les courses, c'est plus drôle aux courses, là. Aussitôt qu'il y a une bosse, ils te font arrêter tout ça pour faire passer le bulldozer, là, pas au national, mais au provincial. Hey, là, tu me rouvres tellement la porte, là, parce que je sais que cette question-là enflamme les discussions. Ça rend les gens comme ben émotifs. Puis je me souviens que c'était venu sur le sujet, faudrait en parler à Dan. Les 4 roues
Est-ce que ça a sa place sur, mettons, une piste de motocross comme Deschambault? Oui, non, pourquoi? Parce que là, de ce que je comprends, c'est pas parce que tu veux pas, c'est parce que les gens veulent rouler sur des belles pistes, puis les 4 roues scrapent les pistes. Bon, il y a 2-3 ans. Oui, comment? Ça reste un dossier chaud. On salue Sylvain Arsenault. On salue Arsène. Arsène. Non, je te pose la question parce que ça revient tout le temps, cette question-là. C'est incroyable. Ils n'ont plus de pistes pour eux autres, ils n'ont plus de track ou en faire. Moi, j'ai fait l'histoire des 4 roues un peu, c'est que en 2005, Bodé a arrêté de faire des courses de 4 roues mêlées au motocross parce qu'on a vécu un phénomène en 2005 qu'on avait des inscriptions, c'était incroyable. Oui, c'est vrai. Ici, à Deschambault, j'ai le record d'inscriptions de 1070 inscriptions, OK, avec les 4 roues. On avait 900 inscriptions de moto, puis peut-être le restant en VTT. Mais là, ce qui arrivait, c'est que les courses commençaient à 7 heures le matin, finissaient à 7h30 le soir, là. Moi, à faire du travail, je sais pas si vous savez à quelle heure il fait noir, mais il fait noir à 7 heures. Puis mes courses, ils finissaient à noirceur. Fait que là, à un moment donné, Bodé, il n'a pas eu le choix. Bodé est arrivé, puis il a dit, bon, là, on élimine les 4 roues des motocross. On fait ça à part. Mais là, c'est là que ça a commencé, que là, le monde a été gâté. Les années suivantes ça. Là, il n'y avait plus de 4 roues. Fait que là, on a créé, entre guillemets, du monde gâté de motocross, hein? On les a rendus féminins un peu. Fait que là, les ours, ces courants-là, aujourd'hui, dans le temps, ça voulait des tracks plus rough que ça. Voyons donc. Ben oui. Fait que là, qui était perdant là-dessus, c'est la majorité l'emporte par la minorité. Fait que qui était perdant, c'est les 4 roues. Fait que les gars de 4 roues sont ramassés en 2005, 2006, puis de course 2007. Fait que là, quand on voyait arriver un 4 roues course, pas qu'on les aime pas, les gars de 4 roues, là. J'ai un chum qui est Kevin Allard de Saint-Casimir, qui était un des meilleurs pilotes au Canada. Puis, et s'il arrivait ici, je l'invitais des fois les soirs. Il y avait 2-3 gars qui venaient ici. Mais en 2007, 8, 9, quand j'ai ouvert mon parc, les gars, ils venaient ici pour le fun un soir ou deux. Puis il y a un soir que je me suis fait offrir des claques à la baboune vers des gars parce qu'ils disaient on viendra plus ici, tu as des 4 roues, tout ça. Tu sais, c'est n'importe quoi un peu, là. Mais. Pas d'émotion, Adrien, là. il y en a dans cette gang-là. Mettons une track spécialement, parce que là, tu sais, t'as un immense terrain. Ça te tente-tu de rebûcher puis, mettons, de leur faire une track juste pour les 4 roues? C'est quelque chose de possible dans le futur? Moi, Deschambault, c'est impossible parce que mon terrain il est complètement saturé. Les terrains que je pourrais acheter sont zonés agricoles, puis puis on n'a pas de permission au niveau du zonage, de la réglementation municipale d'agrandir. Fait que je peux pas faire de piste de 4 roues à une autre piste que ça. Fait que malheureusement, les 4 roues, c'est pas pour tout de suite à Deschambault. Non, je pense qu'ils ont accepté. Ouais, mais je pense qu'ils ont accepté leur sort. Puis Sylvain Arsenault en parlait, là. Ils sont comme. C'est rendu de même. Mais c'est vrai, tu parlais de la popularité des 4 roues, puis nous aussi, on l'a vécu à Yamachiche à l'époque. Je pense que la dernière année à Yamachiche, ça a été 2003, me semble. Mais c'était un peu la même affaire, Dan, qu'à Yamachiche qu'à Deschambault, on avait énormément d'inscriptions de 4 roues. Oui. Puis en plus, c'est bizarre parce que, tu sais, Deschambault et Yamachiche, c'était des circuits en sable. Puis ça venait maganer en tabarouette. Fait que c'est pas le meilleur terrain, c'est pas le meilleur sol pour un 4 roues, mettons. Là, ça vient très, très rough, mais c'était très populaire. C'était très, très mais c'est ça qui est le fun quand il y a du challenge, non? Oui. Mais les gars de motocross... C'est trop belle, c'est... Les gars de motocross, ça n'aimait pas ça quand ça faisait 2 traces de 4 roues. Puis ça partait un peu de là, la patente. Là, vous aimez mieux les pistes en velours. Maintenant. Hey, mais Dan, on va parler je t'ai amené d'abord sur le sujet des réseaux sociaux. Comment tu gères ça, les réseaux sociaux? Toute cette vague-là, là, on est dans une nouvelle ère. Là, on fait plus de la business comme dans les années 90 là, dans le monde du motocross. Comment tu trouves ça, avoir à dealer avec ça? Ben, moi, ça, faut vraiment, j'ai passé vraiment à cette étape-là depuis 1 an ou 2, même plus, dans le sens que, tu sais, depuis que j'étais à plein temps là-dedans, depuis 2012, que j'ai pris ma retraite de la réfrigération, puis j'étais à plein temps dans le monde du motocross pour trouver des commanditaires, du financement pour le national. Puis,
des années 90, 2000, on vendait à un commanditaire un panneau sur la piste ou une banderole attachée avec des terrapes qui bat au vent. Tu vendais ça 500$. Tandis qu'aujourd'hui, c'est plus ça pantoute. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Fait que ça, je l'ai compris. Puis, c'est ce que j'essaie de développer le plus possible avec ma page Facebook, qui est quand même, on a 14 000 qui nous suit. Puis, t'as steppé up ta game de réseaux sociaux, Daniel, parce que avant d'entrer en onde, j'étais voir le Facebook de Motocross Deschambault. Puis beaucoup de photos, beaucoup de visuels aussi, Motocross Deschambault, avec les photos, les ci, les ça, d'infographies, etc. Ça, c'est des coups tout le temps. Ouais. Ben, j'ai un graphiste c'est ça, le monde, ils ne savent pas ça, mais oui, tu parles de coups. J'ai un graphiste qui est tout le temps, j'ai une banque d'heures ouverte avec lui, puis il travaille à tous les 2-3 jours là-dessus pour me faire des affaires. Mais il y a mon Instagram qui est pas bon parce qu'on vient juste de le commencer. Oui, je suis actif sur ces réseaux sociaux. Puis je veux développer cet aspect-là vraiment là, avec les commanditaires. Puis ça marche, là, tu sais, ça marche, là. Puis tu m'inspires beaucoup là-dedans parce que je te vois aller là-dedans. Puis j'ai pas encore le Jacob, mon petit gars. J'ai l'arrivée de mon petit gars, Jacob, qui vient de finir son cégep en gestion de commerce. Puis là, j'ai engagé un gars 2 heures par semaine à lui donner des cours là-dessus. Puis Jacob va s'occuper des réseaux sociaux de plus en plus là pour essayer de vendre de la publicité, puis essayer de faire connaître nos installations. Puis c'est l'avenir. Moi, je conseille à tout le monde de travailler fort là-dessus. Hein. Oui, c'est vrai que c'est la place où tu peux te démarquer. Puis, en fait, ce qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est qu'à partir du moment où, c'est peu importe le produit ou le service que tu as à offrir, à partir du moment où tu réussis à le rendre populaire sur les réseaux sociaux, ta publicité se fait toute seule. Puis on le voit, là, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, là, présentement, c'est TikTok qui est bien tendance. Tu sais, je donne un exemple bien niaiseux, mais il y a une paire de leggings qui fait des belles faufounes sur TikTok que tout le monde veut ces leggings-là parce que ça a donc l'air de faire des belles faufounes, mais tu sais, je suis sûre que la majorité des gens, ils vont payer le 50$ puis finalement, ils vont se dire, c'est des leggings bien normales. Mais tout le monde en parle, fait que vu que tout le monde en parle, tu le veux toi aussi, ce produit-là, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que c'est cette espèce de phénomène-là de popularité qu'à partir du moment où tu as réussi à rendre ta business populaire sur les réseaux sociaux, dis ça, le sky is the limit. Oui, puis je pense que tout est à faire encore dans le monde du motocross. Je pense qu'on est, on est en arrière. On traîne de la patte un petit peu de ce côté-là. Puis une organisation, je trouve, qui fait une bonne job. Puis tu vas peut-être être d'accord avec moi, Dan, c'est la pas FQMHR, c'est... FMSQ. Exactement, j'ai mal tout le temps. FMSQ, je trouve que leur image, leur branding est vraiment, vraiment clean. Et je trouve, comparativement au motocross, je trouve que l'endurocross, j'ai tout le temps FQMHR en tête. FMSQ. Je trouve que la FMSQ en donne pour leur argent à leurs partenaires, avec leur branding, avec leur podium, avec leur site web, avec leurs réseaux sociaux. Je trouve qu'ils se positionnent vraiment bien comparativement au monde du motocross. Ben, c'est parce que FMSQ, je connais pas à 100% l'organisation, mais je suis chum avec Dominique Chaney, puis Isomar un peu. Isomar, oui. Isa travaille fort là-dessus. Puis, on parle de réseaux sociaux, Ben, là, mais c'est une job à plein temps. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Ben oui. Et moi, je travaille à plein temps dans le motocross. Puis en passant, tu sais, ma tête, moi, là, 7 jours sur 7 en passant. 7 jours sur 7, je pense au motocross, 24 heures la nuit. La nuit, je pense à des affaires, je me lève, je vais écrire. Les réseaux sociaux, si tu veux que ça marche, il faut que tu sois là-dessus. Ouais. Fait que FMSQ, ils ont une petite équipe en arrière de ça, puis je pense qu'ils font vraiment une belle job. Puis comme je disais tantôt, dans le motocross, c'est pas tout le monde qui sais-tu quoi? C'est important aussi parce que tu sais, on dit qu'on veut des spectateurs aux courses. Pour avoir des spectateurs, ça prend des vedettes. Mais les vedettes, on a besoin des réseaux sociaux pour faire des vedettes, puis parler des vedettes du sport, puis tout ça. C'est pour ça que la vedette, elle se crée pas toute seule. Mais non, ça prend. C'est ça l'affaire, c'est que souvent les organismes, les organisations, ils veulent des vedettes,
mais ils travaillent pas à la construction des vedettes. Ouais, c'est comme un cercle vicieux, si on veut, là. Moi, je vais revenir souvent à l'exemple de Carl Vaillancourt. Oui. Ça n'était toute une vedette. Non, mais le journal, il y avait. Tu te rappelles, Dan, les journaux en parlaient, il y avait des conférences de presse, Carl se pointait, mais il y avait une job qui était faite. Mais pourquoi qu'il en parlait? C'est parce que Carl, il faisait sa job. Il appelait les journalistes le lundi après ses courses. Il appelait il appelait la petite du Nouvelliste. Il appelait à l'air du Journal du Québec. Il appelait la chose du Journal de Montréal, le cours. Fait que, c'était ces trois, puis des petits réseaux de Drummondville, des petits journaux. Fait que, il faisait sa job à toutes les semaines. Fait que, tout le monde connaissait Carl Vaillancourt. Ma tante connaissait Carl Vaillancourt. Puis, aujourd'hui, ben, ça, je n'ai déjà parlé, je pense, avec toi souvent. Il n'y a pas personne qui se vend, là. Fait que comment veux-tu avoir du spectateur aux événements? C'est difficile, hein? C'est vrai. Les journalistes, moi, je suis rendu chum avec, j'ai quand même un beau réseau de journalistes, du duo national qu'on a appris à essayer de faire connaître le sport du motocross. On les a fait, je fais une conférence de presse à toutes les années. Ça m'a permis de me faire un peu pas des amis, mais des bonnes connaissances là-dedans. Puis, on les a donné à ces journalistes-là, ici à Deschambault, il y a 3 ans, une école de motocross. C'était 12 journalistes en moto. On a fait une journée complète avec les journalistes. Il y avait du monde de la radio. D'énergie, ça se peut-tu? Oh oui, ils étaient toutes là, Énergie Trois-Rivières, les filles de promo, puis tout ça, puis on les a fait faire de la moto, des écoles, puis on a essayé de leur faire comprendre c'est quoi qui est la moto, puis souvent ils ont accroché en passant, tu sais, j'étais en train un petit peu de changer la vision des journalistes du motocross, que souvent ils m'appelaient avant, c'était « Hey, as-tu un blessé à tes courses? » La première question qu'ils me posaient. Là, moi-même, s'il en avait eu 15, là, je lui disais, non, il n'en a pas eu. Ça non. Mais aujourd'hui, c'est tout ça qu'il me pose comme question aujourd'hui. Il découvre que c'est un sport familial, il découvre que c'est une activité qui est physique qui est un vrai sport. La vision est en train de changer des journalistes, mais ils me disent toujours la même affaire. Si tu nous appelles pas puis tu nous comptes pas des histoires, j'écrirai rien, là. Fait que là, on a un job. Les autres, ils ont tellement d'autres organisations professionnelles qui leur en donnent du bagage. Ben là, le motocross, ils commencent à aimer ça, mais ils n'y inventeront rien, là, puis ils sont un petit peu gâtés, là, qui prendront pas de téléphone pour m'appeler, là, ou bien appeler les coureurs. C'est à nous autres de les appeler. Mais moi, j'en suis un qui les appelle beaucoup. Mais encore là, je pourrais les appeler 4 fois plus. Mais si tout le monde ferait un minimum là-dedans, un minimum, quand je dis, ben, ça serait vrai, on serait connu bien plus. Mais là, présentement, il n'y en a pas qui le font. Mais c'est une très, très bonne initiative que Dan a faite, je trouve, d'inviter les journalistes pour une journée porte ouverte. Il n'y a personne qui avait fait ça avant. J'ai jamais entendu un promoteur dire qu'il avait invité les journalistes pour faire de la moto, pour leur faire comprendre c'est quoi le sport, puis juste de leur donner l'opportunité de rider une moto. Écoute, c'est sûr que c'est de la publicité gratuite. Après ça, pendant une semaine, dans les radios, dans les journaux, puis partout. En tant que fille qui a travaillé 10 ans en télé puis en radio, c'est sûr que lire un communiqué de presse, assister à une conférence de presse, c'est tel que tel. Tu sais, tu vas ramener les grandes lignes, mais quand tu le vis, tu ramènes ton expérience à toi. Fait que, puis moi, c'est souvent le conseil que je dis aux gens qui m'approchent puis qui veulent justement avoir des conseils pour avoir de la visibilité dans les médias traditionnels comme ça. Des communiqués de presse, ils en reçoivent à la tonne. Tu sais, des trucs un peu sérieux, un peu plates, ils en reçoivent à la tonne. Le but, c'est de se démarquer, c'est que ce soit quand c'est un produit avec des packages ou quand c'est un service, de justement faire vivre le service. Fait que ce que tu as fait puis ce que tu fais, Dan, c'est la meilleure chose à faire quand on veut avoir l'attention des journalistes parce que ils le feront pas sinon, tu sais. Ouais. Comme tu dis, il y a une certaine lâcheté, puis c'est pas de la lâcheté, c'est qu'ils sont bombardés d'informations. Fait que moi, entre lire 10 communiqués de presse ou aller passer un après-midi puis essayer la moto parce que j'en ai jamais fait de ma vie, le choix il est facile, là. Ça de le faire vivre l'expérience. Ça, c'est Cindy Pouliot de la firme avec qui de Mercure à l'époque qu'on travaillait, qui avait eu cette idée-là. Puis à partir de là, ben
toutes les années, on essaye de développer des concours avec eux autres, parce que les faire de partir de Québec, les emmener à Deschambault, qui est pas si loin, mais quand même 40 minutes, c'était un défi incroyable au début. Au début, on faisait nos conférences de presse à Québec, mais après ça, on a décidé de les faire ici, mais c'est en trouvant des activités comme ça, des tours d'hélicoptère, le faire visionner la piste, on a fait des concours de photos avec eux autres, la chicane t'as quasiment pris il y a 2 ans ici avec le Journal du Québec, les soleils, celle qui prenait les plus belles photos, ça arrêtait plus. On essaie de créer des activités avec ces journalistes-là pour les faire connaître. Puis, José Turmel en est une qui a une bonne initiative là-dessus, qui nous aide là-dedans. Je me rappellerai le gars de TVA Sport, son nom m'échappe, là, je le connais bien, super fin, le gars. Tu connais pas TVA Sport, il est dans le golf, il a hockey à côté. Puis il pensait que c'était pas physique faire du motocross, puis il a passé l'après-midi à faire du motocross. Il était même plus capable de marcher le soir, il avait des crampes, il m'a rappelé le lendemain, il dit « J'aurais jamais pensé ça ». Fait que là, aujourd'hui, quand il m'appelle, il me parle pas de « Y a-tu eu des blessés? » Hey, le motocross, les athlètes il emploie le mot athlète, là, tu sais, maintenant, là. Fait que c'est le fun de voir un peu le développement qu'on est en train de faire avec les journalistes. Mais, je me répète, on dirait que je suis tout seul dans un océan à nager, pas de flotteur. Je me noie. À contre-courant. Ça prend plus de promoteurs comme toi, Dan. C'est un peu ça la conclusion, je pense. Ça en prend plus comme toi qui fight pour le sport. Et on va tous s'en tirer mieux, ça c'est clair. Dan, écoute, il faut qu'on close ça, ce podcast-là. On a déjà 60 minutes de fête. Un gros merci d'avoir été là avec nous autres. Il va falloir que tu reviennes. Il va falloir que tu reviennes. C'est ça, on va faire ça court, punché cette année. Puis au pire, Dan, on fait 20 épisodes cette année. Tu reviendras faire un tour. Puis, on va attendre la confirmation du gouvernement, comme quoi qu'on va le savoir que ça va pouvoir avoir lieu. Puis là, tu reviendras, puis là, on pourra en rejaser. Moi, je vais être bien franc avec vous. Le National et Cannes, je l'ai parti, tous mes pions sont en place. C'est malade. Mais j'en parle pas trop, dans le sens que j'attends de voir ce qui se passe. Mais si cet événement-là a lieu, oui, j'aimerais ça en reparler puis y aller en profondeur. J'en ai pour 1 heure juste à vous expliquer le calendrier social. J'ai mis toutes mes connaissances depuis 30 ans, 32 ans en tant que promoteur. J'ai mis le paquet dans cet événement-là. Je me suis entouré de gens autour de moi. J'ai été chercher des idées aussi négatives, positives. J'ai regroupé ça. On a analysé ça avec une gang ensemble. Puis ça va être complètement malade. Il y a un événement à participer au Québec cette année, c'est le National Amateur Weekend, s'il y a lieu comme prévu. Mais ça, j'aimerais ça, oui, te l'expliquer en détail plus tard. Tu viendras te faire connaître. Tu viendras nous faire 10 pour le teaser. C'est ça. Tu viendras nous faire un recap, Dan, de cet événement-là. Un gros merci encore. Andréane, un gros merci. Ça fait plaisir. Merci à toi. Oui. Les gens peuvent communiquer avec toi via Facebook, Instagram, @blais. Blais, je suis là. Si jamais vous avez besoin des conseils pour la gestion de réseaux sociaux, il y a Dan là, qui a franchement l'air très bon, il me surprend. Sinon, je peux vous aider aussi, je suis pas pire. Ouais. J'en doute pas. Absolument. Puis Andréane, on va te voir cet été aussi au Miloland pour l'Académie Miloland. Tu vas venir faire un tour parce que ça va bouger pas mal avec les formations. L'initiation avec Oscar Varna qui se joint à nous autres cette année. Avec ma bédaine et le petit Morgane. Oui, le petit Morgane, on va le faire aider sur les Stay Six puis tout ça, puis ça va être bien le fun. Ben Milo. Je te vois avec le chandail de Motovan. Je suis fier aussi que Motovan revienne là-dedans. J'ai un énorme respect pour James Palladino, puis qui m'a aidé énormément dans le passé, puis de voir, je t'ai vu cette semaine avec Motovan, là, c'est félicitations Motovan. Nouveau partenaire Motovan c'est important la gang, on encourage les partenaires qui encouragent le sport, c'est aussi simple que ça, puis Motovan sont là depuis très très longtemps, puis sont pour le sport, donc et voilà, merci à Motovan qui s'implique dans la jeunesse. Et à tous les autres partenaires qui rendent possible cette deuxième saison.